quand je lis, alors vous publiez chez Actes Sud avec un magnifique pachyderme en couverture, La restauration écologique, avec votre confrère André Clével. Hein. Et quand on lit ce que vous faites, euh, on s'aperçoit que vous dirigez l'équipe écologie de la restauration au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive du CNRS, ceci c'est à Montpellier, que vous êtes également conservateur en écologie de la restauration au Jardin botanique du Missouri et que vous avez travaillé pendant plus de 20 ans sur des projets de restauration écologique dans de nombreuses régions du monde. Vous avez été actif en botanique, en écologie végétale appliquée. Est-ce qu'il faut craindre la sécheresse qui sévit dans nos régions actuellement? Oui, bien sûr. L'aridité est quelque chose que vous maîtrisez, et les régions semi-arides et arides sont des secteurs que vous maîtrisez parfaitement. Non, il faut croire qu'il y a des perturbations climatiques, tout d'abord, et parmi elles, un réchauffement planétaire. Ça, c'est clair. Il n'y aura pas un réchauffement ni un assèchement généralisé. Il va y avoir des régions plus arides qu'avant et d'autres régions plus arrosées qu'avant, et surtout des pics climatiques beaucoup plus nombreux et des surprises. Je suis sûr que vous en avez remarqué vous-même le nombre de surprises ces dernières années. Vu du midi de la France, oui, on va vers une désertification ou une aridisation du pourtour de la Méditerranée, mais la côte de l'Atlantique, le sud-ouest de la France par contre, ne sera pas forcément plus aride. Je pose déjà une question qui a à voir avec notre sujet. Est-ce que ça veut dire que si on va vers de plus en plus de sécheresse, est-ce qu'on va aussi être obligé d'envisager une restauration? Et quel type de restauration on peut envisager, puisque a priori là on est dans un cycle long, où a priori on ne pourra pas forcément restaurer grand-chose puisqu'on manquera d'eau. Ouais, c'est une très bonne question, Patrick, et très complexe en fait. Laissez-moi dire d'abord une ou deux choses simples pour préparer ma réponse à cette question précise. La notion de restauration en français s'applique à plusieurs domaines. On pense à la restauration d'un tableau de maître ou d'une église ou d'une maison ou d'une toiture. Qui dit restauration d'un écosystème dégradé marche sur des œufs en quelque sorte, car dans le mot restauration, il y a la notion d'un retour en arrière. Si un tableau de maître ou un Stradivarius est endommagé, on va faire appel à un spécialiste pour le remettre en état, dans l'état. Mais un écosystème change de toute façon. On ne peut pas faire marche arrière. On ne peut pas restaurer vers le passé. En écologie, on ne peut que restaurer vers le futur. Or, nous sommes dans un monde changeant de tous les points de vue, les occupations du sol, la situation des océans et notre climat. On va vers un futur qui ne ressemblera en rien ni au passé ni au présent, où que vous soyez. Donc la restauration doit être abordée, je veux dire la restauration écologique, doit être abordée au cas par cas et avec des raisons, des moteurs, des motivations très bien réfléchies, puisqu'on ne peut pas faire marche arrière. Il faut voir la notion de restauration écologique en partie comme une métaphore. On a perdu quelque chose que l'on souhaiterait récupérer. On a cassé quelque chose qu'on souhaiterait réparer. C'est-à-dire que face à la sécheresse ou le réchauffement planétaire, restauration n'est pas vraiment le mot juste. Rééquilibrage? Rééquilibrage, adaptation au changement climatique, ça oui. Et la restauration écologique peut en faire partie pour peu qu'elle soit bien raisonnée. Mais là, je rajoute juste une phrase.
en principe, les restaurateurs dans l'écologie de la restauration et les praticiens ou professionnels s'adressent à des situations où l'homme a fait des bêtises ou n'a pas pensé à l'avenir. Il a épuisé les ressources, il a endommagé, voire détruit un écosystème et effrité notre capital naturel. Et essayons de faire quelque chose face à ça. James Aronson, j'aimerais que vous me parliez des branches de mulga. Ah. Et à quoi servent les branches de mulga? Puisque je disais qu'on parlait d'outils, ce livre est un outil pour les curieux de la restauration écologique, pour ceux qui la mettent en œuvre, que ce soit peut-être dans notre jardin, dans nos maisons, ou plus généralement quand on a un regard un peu plus large sur la planète. Et c'est un outil qui est intéressant parce qu'il est séquencé par un certain nombre de visites de terrain virtuelles. C'est-à-dire que vous expliquez la généralité et immédiatement on va en Inde, en Amérique latine ou ici en Australie pour expliquer comment on restaure et comment on replante différemment les branches de mulga. Alors nous sommes en Australie et vous arrivez dans une région particulièrement aride. L'eau ne s'écoule plus, les sols sont asséchés, etc. Et on imagine la branche de mulga. Qu'est-ce que c'est qu'une branche de mulga? D'accord. Mais d'abord, dans nos visites de terrain virtuelles, ce sont des spécialistes qui nous servent de guides. Et en Australie, ce sont nos collègues David Tongway et John Ludwig qui travaillent dans la restauration écologique depuis 30 ans, qui nous montrent sur quelques pages ce qu'ils ont trouvé comme méthode. En région aride et semi-aride, on voit très souvent une végétation qui est très irrégulière. Parfois, elle est en rayon ou bande ou arc. En Afrique, on le retrouve aussi, ce type de végétation. Et là, elle est appelée brousse tigrée. Et c'est le reflet du fait que sur un sol très pauvre, avec une précipitation irrégulière, les écosystèmes ne se développent pas d'une façon uniforme. Il y a au contraire une concentration de végétation par tache ou par bande, et puis des intervalles plus ou moins vides. Et lorsqu'il pleut, l'eau ruisselle sur les vides pour arriver à un îlot de fertilité et de pénétration. L'homme a effacé cela en introduisant le bétail en Australie comme ailleurs. La vache ne sait pas respecter ce genre de végétation, elle mange tout ce qui est palatable. Nous sommes pareils, nous mangeons aussi tout ce qui est palatable. Mais parfois, on peut dire, mais attendez, maintenant la productivité a baissé, les écosystèmes sont dégradés, il faut faire quelque chose. Et John et David, ils ont observé ce type de végétation tigrée. Ils ont dit, pour restaurer, il va falloir imiter ce genre de situation dans l'espace. Et ils utilisent des branches de mulga, qui est un des genres les plus importants en Australie. Ce sont des acacias, en fait, qu'on appelle en France mimosa. Il y a plus de 1000 espèces en Australie. Mulga, c'est les acacias qui ne poussent pas très haut. C'est des arbustes de 2 à 4 mètres, très répandus dans les zones arides et semi-arides. Quand ils meurent, John et David et leurs étudiants et collaborateurs et des fermiers qui appliquent ces méthodes ramassent des branches et créent des barrières au ruissellement d'eau, des barrières artificielles qui imitent la végétation naturelle. Et là, dans ces bandes artificielles de branches, des graines peuvent germer lors des pluies.
Donc on recrée un écosystème, en tout cas on stabilise un work in progress. La meilleure définition de la restauration écologique, c'est le processus d'assister à la régénération d'un écosystème. Quelles sont les valeurs de la restauration écologique? Je trouve que c'est un beau chapitre parce que ça montre comment l'homme, dans tous les compartiments du jeu, comme on dirait au tennis ou au football, doit s'impliquer dans ces processus de restauration écologique. Alors, dans les valeurs, vous citez les valeurs écologiques, les valeurs personnelles, les valeurs culturelles, les valeurs socio-économiques. Est-ce qu'on peut faire quels sont pour vous donnez-nous quelques exemples de ces valeurs qui fondent la restauration écologique? Oui, très bien. Un point important pour commencer, c'est que l'homme fait partie de la nature. Pour moi, ça c'est une valeur, c'est une position scientifique, philosophique, tout ce que vous voulez. Il ne s'agit pas de se tenir ici et de dire, voilà, on va restaurer l'écosystème là-bas. Il faut au contraire se mettre au milieu, se voir au milieu de l'écosystème, comme nous le sommes, et restaurer notre écosystème de l'intérieur vers l'extérieur. Et arrêter avec toute la tradition occidentale qui nous a amenés à nous voir en dehors de la nature. Et maître de la nature, accessoirement. Voilà, une situation psychologique et philosophique extrêmement bornée et tronquée et qui nous a amenés en partie à dégrader la planète, les écosystèmes de la planète, car c'était en dehors de nous et on pensait jusqu'au XXe siècle que la nature était sans limite, sans fin. Une autre valeur, pour moi, serait de dire que les générations futures ont autant de droits que nous et que le monde que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants devrait être plus riche et plus agréable que le monde que nous avons hérité. Si on s'est permis de parler de consommation à outrance, c'est parce qu'avec Andy Clough, on pensait aux générations futures. Si on consomme tout, si on mange tout, on ne laisse rien pour demain, ni aux enfants. Et si on détruit le système qui fournit l'alimentation, ben, on sera plus pauvre et plus malade demain nous-mêmes qu'aujourd'hui. N'importe quelle mère ou père de famille sait que si on vit de notre capital, au lieu de vivre de nos dividendes et intérêts, demain on sera plus pauvre qu'aujourd'hui. Et notre consommation à outrance consiste à vivre de notre capital. Et la restauration est un investissement dans le capital naturel. Et on a bien compris que les valeurs pour lesquelles vous vous battez quand on met en œuvre la restauration écologique sont des valeurs avant tout humaines. Oui. Il y a un humanisme dans votre combat. Ce modèle a 4 cadrans pour une restauration écologique holistique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des valeurs et des catégories très contrastées, implicites dans un travail de restauration écologique. Je rêvais d'avoir un tableau pour dessiner ce schéma que j'aime beaucoup. Il y a un quadrant de valeurs personnelles qui est étiqueté subjectif et individuel. C'est celui du haut. Celui du haut à gauche. Subjectif, valeur personnelle. Oui. Voilà. En bas à gauche, vous avez des valeurs subjectives et collectives qui sont des valeurs culturelles. En haut à droite, objectifs et individuels, on a mis valeurs écologiques.
Et enfin, valeurs Objectif et collectif, valeurs socio-économiques. socio-économiques. Prenons les valeurs socio-économiques d'abord, car c'est le plus simple, et après les valeurs individuelles et subjectives. Socio-économiques, nous partageons tous l'eau de la même rivière. Objectif, c'est objectif. Nous avons tous besoin de boire de l'eau pure. Si l'eau elle est polluée, nous souffrons tous. C'est dans notre intérêt collectif et social et bien sûr économique d'avoir de l'eau pure de notre rivière. Si elle est polluée, il va falloir nettoyer, et s'il y a un problème écologique en amont, il va peut-être falloir restaurer le bassin versant afin d'assurer dans notre intérêt collectif de l'eau pure. Voici une des motivations pour une restauration écologique. Je peux restaurer autour de ma maison pour des valeurs personnelles et subjectives. Moi, j'ai envie de restaurer et je vais le faire. Vous faites un beau jardin. Je fais un jardin et je fais plus. Je restaure des murets anciennes et je restaure des peuplements d'iris nains ravagés par des sangliers. Vous êtes poète. Un peu poète. Mais c'est personnel, je ne chiffre pas mon temps et je n'attends aucune retombée économique. Il peut y avoir des valeurs culturelles et collectives. Imaginons que ce bosquet de beaux cèdres avait une valeur culturelle pour la communauté et qu'il y avait un problème écologique. C'est un peu spécial, on est dans le cadre d'un parc, mais si on était dans la forêt et il y avait de tels cèdres à risque, la communauté, la population locale pourrait se décider de restaurer l'habitat des cèdres pour des raisons purement culturelles. En Inde ou en Afrique, on n'hésiterait pas de parler de bois sacrés ou de collines sacrées. Et enfin, valeurs écologiques objectives. Ça, c'est du domaine des économistes qui demandent aux gens « Combien seriez-vous prêts à payer pour que le tigre ne disparaisse de la planète ?» Et les gens se grattent la tête et en fonction de leur portefeuille répondent « Ah ben, je serais prêt à payer 500 € par an ou 50 ». Et pour les économistes, c'est un moyen d'évaluer leur implication. Et notre approche holistique consiste à dire il ne faut pas se limiter à un seul de ces 4 quadrants, sinon essayer d'intégrer les 4. C'est très intéressant parce que quand les cadrans se développent et prennent leurs différentes formes, on arrive à la Terre. Hein? Peut-être, oui. C'est ça l'holistique. On s'est beaucoup amusé avec ces figures.